Alors, on peut démarrer les programmes officiels avec la première présentation, conférence principale, le conférencier invité. J'ai un grand plaisir à accueillir Philippe Esling, qui est quelque part peut-être à Strasbourg. Je ne sais pas si les dernières nouvelles. Non, Non, finalement non, dommage. non. Oui, ça ne vaut pas la peine qu'avec le couvre-feu aussi à Strasbourg. Voilà. Juste un mot sur Philippe, parce que vous avez la bio et toute l'information sur le site. Bah, je vais juste vous dire que c'est les spécialistes au monde, en fait, l'un des spécialistes au monde de l'intelligence artificielle appliquée à la musique. Voilà. Donc, pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir écouter quelques réflexions. Alors, normalement, ces présentations touche à plein de domaines différents. Cette fois, il a fait le choix de se concentrer sur la base, en fait, de toute l'intelligence artificielle, qui est la créativité. Et cette problématique qui est à cœur, je pense, vraiment des recherches actuelles, eh bien, il va nous donner son point de vue. Et donc, Philippe, c'est vraiment un grand plaisir de te donner la parole et te remercier au nom des organisateurs pour avoir accepté notre invitation. C'est à toi. Merci beaucoup, Moreno, pour cette introduction grandiloquente. Je ne sais pas si je mérite de telles louanges. Euh, donc, comme Moreno l'a si bien exposé, j'ai décidé pour cette occasion, vu j'ai toujours trouvé que les conférences keynote, c'était intéressant de changer et pas montrer la même chose. Donc, j'ai pris pas mal de temps cette année et donc cet article a été préparé en collaboration avec Ninon Devy, qui a permis donc de réaliser cet article, qui est un peu particulier, parce que plutôt que de vous montrer tout ce que je fais, etc., j'ai pris le parti de passer 2, 3 mois à lire énormément de choses sur les aspects purement sociologiques de la créativité. Donc, en fait, ce questionnement, il est venu d'une première observation. La question, c'était comment on peut approcher le problème de la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle, sachant que l'intelligence artificielle, ça pose toujours les mêmes questions, qui sont, d'abord, on aimerait comprendre ce que c'est l'intelligence. Est-ce que l'intelligence, c'est classifier des chats et des chiens? Donc, clairement, on pense que non. Une définition de l'intelligence que j'adore, c'est celle de Noam Chomsky, qui est de dire qu'on va prendre deux concepts et en créer un troisième sans modifier les deux concepts d'origine. Cette définition, je l'adore parce qu'elle s'applique à énormément de choses, que ça soit scientifique ou non. Euh, Quel que soit le cas, quelle que soit notre définition de l'intelligence, le gros problème actuel, je trouve, c'est que l'aura d'un artefact qu'on appelle intelligent, ça a tendance à générer des débats un peu stériles et on voit énormément de choses qui, à mon avis, sont ineptes, notamment si on tape est-ce que l'IA dans Google, les premières questions qui sortent, c'est est-ce que l'IA va prendre mon travail? Est-ce que l'IA va prendre le contrôle du monde? Est-ce que l'IA va remplacer les radiologistes? Alors celle-là, je ne l'ai pas comprise. Mais il y a des questions comme ça qui volent dans l'air à cause, à mon avis, d'un label. Et si on ajoute dans le mix à l'intelligence artificielle la créativité, qui est quand même un concept assez quintessentiel, donc, qui est central à notre humanité et qui est pourtant assez peu compris, qui nous demande de modéliser des modèles, des phénomènes cognitifs, donc des choses qui sont d'une certaine manière plutôt subjective, alors que le domaine de l'IA se focalise sur des modèles qui sont mathématicologiques, donc des modèles qui essayent de résoudre des problèmes formels avec des buts définis, des formules d'erreur. Quand on essaye de regarder le point d'intersection entre ces deux domaines, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait? Quel est vraiment le but de faire de la créativité par IA? Est-ce que c'est de créer une machine générative un peu ex nihilo, donc avec un bouton généré? Est-ce que c'est de vraiment copier-coller les traits créatifs humains? Donc, ces questions-là, je préfère faire un espèce de petit disclaimer au début de cette conférence. C'est un peu une expérience que j'essaye. L'article aussi, je vous invite à le télécharger, à le lire. L'idée, c'était d'essayer de flouter cette frontière qui existe entre les sciences computationnelles et sociales, mais du point de vue d'un nerd. Donc, c'est-à-dire, je ne m'estime pas du tout être un sociologue. La question que je me posais, c'était qu'est-ce qui se passerait si on essayait de prendre le point de vue des sciences sociales et d'analyser une IA et de lui faire passer un test de créativité? Non pas
ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est cette notion que j'appelle la réification mathématique de la biologie. Donc la réification mathématique, c'est prendre un objet qui vient d'un domaine et essayer de le transformer en un ensemble de règles. L'idée, là, c'est un peu l'opposé. C'est si on prend cet ensemble de règles et qu'on regarde ce qu'il produit, est-ce qu'on peut comprendre l'aspect des sciences sociales, des mathématiques sous-jacentes? Pour résumer un peu le point que j'essaye de faire passer dans cette présentation, c'est qu'en fait, créer des machines génératives ex nihilo, où on appuie, on a une pièce de musique, c'est complètement contre-productif. C'est aussi assez contre-productif d'essayer d'imiter purement et simplement les traits créatifs humains, vu qu'on a quand même une machine qui a des possibilités computationnelles presque infinies. Donc l'argumentaire, c'est si nous sommes, nous, capables de raisonner uniquement sur des objets qui sont accessibles à notre propre pensée, donc là j'en réfère à une phrase que je réfère tout le temps de William Blake, qui est que l'homme est limité, enfin les humains sont limités par leur perception et ne peuvent pas désirer ce qu'ils n'ont pas encore perçu. Pour exemplifier ça, généralement je demande à mes élèves, ou je demande toujours, inventer un nouvel animal maintenant. Et si je vous demande d'inventer un nouvel animal, je vous laisse quelques instants pour le faire. J'imagine que ça va être difficile de faire autrement que de prendre des bouts d'animaux qui existent et de les combiner, ou alors, à la limite, si vous voulez être créatif, de prendre un concept plus générique comme créer un animal d'électricité ou créer un animal d'énergie. Mais la vraie direction dans laquelle j'aimerais vous emmener aujourd'hui, c'est cette notion qu'en fait, ces algorithmes peuvent étendre nos limites. Et donc, la grosse problématique, c'est le partenariat qui peut exister entre une IA et un humain. Donc, essayez d'attirer votre attention sur des concepts plus de co-créativité. Donc, pour ce faire, on va commencer déjà par partir depuis les sciences sociales. Donc, la créativité en elle-même, c'est un concept qui est quand même assez compliqué et multidimensionnel. Donc, définir la créativité en tant que soi, c'est généralement quelque chose qui est fait d'une manière assez indirecte. Donc, encore une fois, j'en réfère à du savoir populaire. Si on tape créativité dans Google Images, on a toujours ces mêmes platitudes, c'est-à-dire une ampoule qui s'allume ou un truc qui est d'ailleurs complètement faux, cette notion de cerveau droit qui est créatif et cerveau gauche qui est logique, donc qui est, pour ceux qui ne le savaient pas, n'importe quoi. La grosse question, quand on parle de créativité aussi, c'est est-ce qu'on peut la délimiter par rapport à des concepts qui ont l'air d'être assez reliés, comme l'imagination, le talent, l'originalité, le génie ou l'intelligence. Donc la créativité, quand on essaye de chercher déjà de prime abord qu'est-ce que ça pourrait être, on pourrait penser que c'est une manière de se divorcer du présent, c'est-à-dire réinventer des choses qui créent de nouvelles choses. Donc on pourrait se demander, est-ce que la créativité, ça n'est que de la nouveauté? Alors clairement, une idée créative, elle est innovante, elle est nouvelle, et on se dit, une idée créative intéressante, elle va avoir une certaine qualité. Mais toutes ces notions-là, c'est des notions qui font uniquement appel au contenu de l'idée. Alors qu'en réalité, une idée, elle vit dans un contexte. C'est-à-dire qu'une idée créative, elle doit aussi être pertinente par rapport à l'ère dans laquelle elle se trouve. Et ça, c'est un concept qui est très important et très peu attaqué dans les notions de créativité en intelligence artificielle. C'est qu'en fait, la créativité elle-même, c'est un phénomène qui est encastré dans un contexte. Donc, on ne peut définir la créativité que par rapport au cadre social et à la période historique dans laquelle elle se trouve. Et j'aimerais, dans ce cas-là, prendre un exemple que j'aime beaucoup, étant un énorme fanatique de synthétiseurs. Le synthétiseur, c'était quelque chose qui, à son arrivée, était complètement à la marge même de la communauté musicale. Et donc, elle a fini par être intégrée petit à petit. Et maintenant, les synthétiseurs, ça nous paraît être du lot commun. Je veux dire, même dans des musiques très classiques, entre guillemets, dans de la pop, on va trouver énormément de synthétiseurs. Je voulais vous montrer une petite vidéo que j'ai adorée quand j'étais tombé dessus. C'est la première présentation du système modulaire Moog dans un concert officiel de la BBC. Donc, vous allez voir, c'est en deux parties. J'ai découpé des bouts. C'est vraiment une des premières présentations publiques d'un système de synthèse. Et vous allez voir quel est le langage utilisé et surtout quelle est la réaction du public à l'écoute des synthétiseurs. But of course, if you happen to be on the side of the purists and you think that's a distortion of the true Bach, wait till you hear the next one, which is a transmogrification of the same fugue again, but on the much talked and written about Moog synthesizer. And here it comes now. Hello, Hal.
How about that? What you're going to hear now is that same Bach fugue pre-recorded on a tape which was made by this incredible electronic instrument. It can do anything but stand up and take a bow. It can produce almost any kind of variation on pure sound, including some sounds that have never been heard before, on this earth at least. And these sounds can then be dubbed onto tape in any combination from interplanetary noises to a Bach fugue. And blast off. Donc là, vous allez voir la réaction aussi du public, des enfants notamment, qui écoutent pour la première fois des sons de synthèse. Donc voilà, je ne vais pas vous lire toute la vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet, je pourrais vous donner le lien. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de voir à quel point des sons de synthèse pouvaient être choquants, surprenants, révolutionnaires à cette époque, voire même déplaisants. Et donc, d'une certaine manière, c'est une manière de représenter l'évolution des idées et de la créativité. C'est de se dire qu'à une certaine période, il y a une norme, quelque part. Donc, cette norme, elle représente la majorité des idées. Et les idées vont graviter plus ou moins proches de cette norme. Et alors ça peut s'appliquer à la science, la musique, l'art, les gens. Donc, on a beaucoup d'idées et dépendant de quelle est la distance de ces idées, ça nous dit à quel point ça se conforme à cette norme. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on a une norme à une période, il y a un ensemble de normes, sinon ça serait vraiment nul. Donc, il y a une constellation de normes locales et un jour, peut-être apparaît quelque chose qui a l'air d'être complètement excentrique. Cette excentricité sans norme, au début, ça peut nous paraître complètement fou, parce que c'est bien trop loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir. Mais petit à petit, cette nouvelle apparition va peut-être générer d'autres idées, et donc un groupe excentrique qui va partager cette espèce de norme locale. Cette norme locale, elle peut évidemment se déplacer par rapport aux normes existantes, mais plus elle va grandir, plus elle va avoir tendance à attirer vers elle d'autres idées. Et donc, des idées peuvent être générées comme un mélange de normes existantes. Ça peut même déplacer des normes préétablies, même si certaines idées restent rebutées à se déplacer. À force d'attirer de nouvelles idées, ça peut même créer une nouvelle norme. Et donc, généralement, les anciennes normes restent, mais on a comme ça des déplacements des idées à l'intérieur de différents centres d'attraction. La question qu'on peut se poser, c'est comment on pourrait modéliser cette apparition et pourquoi c'est aussi dur de le faire avec du machine learning notamment. Donc, historiquement, cette question de perception de la créativité, je trouve intéressant de voir qu'il y a eu une évolution énorme sur la manière dont on représentait ce genre de choses. C'est-à-dire que si on prend des temps immémoriaux quelconques, il y avait une vision très religieuse du monde. Donc, cette vision très théiste, elle faisait que la créativité, c'était vu comme une intervention divine. On a cette notion de la muse ou de l'esprit extérieur qui nous donne des idées. Et donc, pendant très longtemps, les gens créatifs étaient rebutés au rang soit de génie solitaire, soit de folie, donc comme Leonardo, Ludwig van Beethoven. Et là, boum, 18e siècle, arrive la science. Et la science, elle a permis quand même de casser cette vision un peu théiste, dans le sens où on ne se dit plus que c'est l'apparition d'un esprit, mais que tous les gens sont possibles, toutes les personnes peuvent exhiber des talents différents en fonction de leur éducation. Ça permet de divorcer la créativité du surnaturel. Même si au 19e siècle, un certain contre-courant
avec Rousseau, a un peu créé un schisme dans cette vision sociale en essayant de séparer cette problématique. Et ça, je trouve, c'est une des grandes problématiques qui restent aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une vision qui dénigre la créativité et les artistes comme étant des personnalités déviantes. On va avoir souvent cette idée que quelqu'un qui est créatif doit être enfermé chez lui, en slip, et passer sa journée à faire n'importe quoi. Et donc, ça fait partie des énormes mythes qu'il y a autour de la créativité. Le premier étant que personne ne sait vraiment ce que c'est la créativité, alors qu'il y a maintenant plus d'un siècle de recherche en sciences sociales sur la créativité, que les gens créatifs sont des génies fous solitaires, ce qui n'est plus le cas au regard de l'éducation. Donc le regard de l'éducation, il nous permet de savoir aussi que c'est quelque chose qui peut se travailler, que les gens ne naissent pas créatifs ou non créatifs, que la créativité n'est pas seulement associée avec les arts, et que la créativité de nos jours, si vous tapez créativité dans Google Scholar et que vous cherchez des articles, vous allez être un peu attristé, je pense, comme moi, de voir que les 3/4 des articles parlent en fait de créativité dans les entreprises, c'est-à-dire ça, c'est, je pense, quelque chose de très paradoxal, vu que d'un côté, on a tendance à un peu dénigrer les artistes et la créativité quand on en a besoin, mais d'un autre côté, on va dire que la créativité est très importante dans l'entreprise. Et ça, c'est très paradoxal parce que ça dépend énormément du rôle qui est attribué à la créativité dans la société. Donc la question, c'est quels sont les rôles que la créativité peut jouer et pourquoi ça serait important. Ça, c'est un travail qui a été fait par Moran, qui est très intéressant, qui est de dire que d'un côté, on peut voir la créativité comme une notion d'amélioration, donc c'est-à-dire l'effet que la créativité a sur la société. Dans cette espèce de vision, la société a besoin de toujours aller plus haut. On est dans un état actuel de la société et on essaye de se transporter vers cette espèce d'état béni. On n'a aucune idée de quel est cet état, mais la créativité, ça nous permet de transporter la société à travers les frontières du présent. Et d'un autre côté, on a la créativité comme expression, c'est-à-dire expression personnelle ou individualité. Et ça va énormément dépendre du contexte de la société, c'est-à-dire que des sociétés vont plus valuer cette notion d'expression, mais c'est généralement vu comme une activité plutôt cathartique. Ici, pour se dédouaner un peu de cette dualité, on propose de voir la créativité comme une transformation, c'est-à-dire que la créativité, elle n'existe que par la transformation d'un savoir existant. Ce qui était la fameuse phrase de Newton, si j'ai pu voir plus loin, c'était en me tenant sur les épaules des géants. Ce qui veut dire qu'on ne peut atteindre un état que par l'ensemble des connaissances qui a été accumulé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça rend la distinction entre créativité et intelligence beaucoup plus difficile. L'idée, c'est que l'intelligence, on a aussi dit que c'était la transformation d'un savoir existant. Donc la question, c'est comment on pourrait séparer l'intelligence et la créativité, comment on en fait des dimensions orthogonales, si vous voulez. Mais d'une manière plus large, comment on évalue la créativité. Et ça, c'est un sujet qui est très controversé, vu que c'est la notion de la psychométrie et de la théorie de la mesure. Est-ce qu'on peut tout mesurer? Est-ce qu'on peut mesurer une quantité de créativité à l'intérieur de quelque chose? Et donc, on a 3 problèmes principaux quand on attaque la théorie de la mesure, notamment sur quelque chose qui est un peu subjectif comme ça. C'est donc la reliance à cette mesure, ça veut dire est-ce que cette mesure est consistante à travers différentes évaluations? Est-ce qu'elle est valide? Donc, est-ce qu'elle est précise? Et notamment la validité discriminante. Et là, en l'occurrence, est-ce qu'on est en train de mesurer exactement la créativité ou est-ce qu'on mesure un peu l'intelligence en même temps? Donc, quel type de test ou mesure on utilise dans les sciences sociales? Historiquement, il y a eu Ellis Paul Torrance, qu'on appelle le père de la créativité, qui a créé un test qui s'appelle le test de Torrance de la pensée créative. Donc, c'est toujours utilisé, même si c'est assez désavoué de nos jours, même si la dernière version du test de Torrance a été faite en 2008, enfin la remise à jour, on va dire. Celui-ci s'attaque à des questions un peu différentes, c'est-à-dire on va poser des questions d'utilisation inhabituelle. On vous donne un objet, on vous demande de dire toutes les autres utilisations que cet objet pourrait avoir. Ou alors, on vous pose des questions, on vous demande de noter toutes les questions qui vous viennent en regardant une scène. Ou alors, on vous donne des cercles à remplir, ou alors améliorer un produit. Donc, vous voyez que ces questions sont des questions de type ouverte, et en fait, elles essayent de séparer 2 types de pensée. Donc, d'un côté, on a la pensée dite convergente, et de l'autre, divergente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une pensée convergente ou divergente? Si on pense à la pensée convergente, c'est généralement la manière dont on approche les problèmes mathématiques. C'est-à-dire, on a un espace de problème X. À l'intérieur, ce problème va avoir une solution dans un espace de solution.
et un autre problème va avoir une autre solution. Donc, on pourrait dire que ça définit une forme de bijection entre un espace de problème et un espace de solution. Dans le cadre de la pensée divergente, donc, la génération créative peut permettre de générer plusieurs solutions à un problème. Et l'idée, c'est qu'une seule et même réponse peut être plus ou moins optimale, mais de manière grossière, on va dire, si on se pose un problème dans un espace, on peut générer tout un ensemble de solutions. Donc, en exagérant un peu salement, on pourrait dire que l'intelligence est convergente et la créativité est divergente. Et donc, pourquoi ça nous pose problème quand on va utiliser de l'apprentissage automatique ou des méthodes actuelles d'apprentissage? C'est que généralement, on va définir tous nos problèmes comme étant exactement convergents. C'est-à-dire, on va poser comme approche le fait de trouver une fonction paramétrique qui approxime une relation entre notre espace d'entrée, X, et notre espace de sortie, Y. Et on va évaluer la qualité de cette approximation, ce qui fait qu'on est déjà en train de poser un problème qui, par nature, est d'une certaine manière convergent. Cette problématique-là, on peut quand même la contourner en se disant, si on utilise une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'on va considérer que nos données suivent toute une distribution d'entrée, dans ce cas-là, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait des probabilités, on va dire qu'on a un ensemble possible d'entrées ou de solutions, et ça va nous permettre d'échantillonner des individus à l'intérieur de cette distribution. Donc, on peut faire ça à des dimensions quelconques, et donc on peut ainsi définir des distributions très compliquées. Et comment on pourrait définir un problème discriminatif? C'est toujours le fait de chercher une solution par rapport à une entrée, mais étant donné une distribution de paramètres. Pourquoi on ferait ça? On fait ça parce qu'en fait, ça nous donne accès à un ensemble de solutions possibles. On va avoir toute une gamme de solutions et donc on va pouvoir d'une certaine manière générer de l'incertitude à l'intérieur à la fois de notre entrée et de notre sortie. Aujourd'hui, on va être plus intéressé à des problèmes qu'on appelle des problèmes génératifs. Donc, le problème génératif, c'est de dire que nos entrées directement suivent cette distribution, mais cette distribution, elle va généralement être trop compliquée pour qu'on puisse directement l'approximer. Donc, on va introduire ce qu'on appelle des variables latentes. Ces variables latentes, elles vont nous permettre de conditionner notre distribution, c'est-à-dire qu'on va avoir un schéma qui va ressembler un peu à ça. C'est-à-dire d'un côté, X ici représente ce qu'on a envie de générer, donc de créer, et Z va nous permettre de définir une forme de contrôle. Ça veut dire que si on prend ces images, par exemple, on peut inférer certaines propriétés sur ces images, le fait que ça soit des visages joyeux. Mais dans l'autre sens, si on est capable d'approximer tout ce problème, on est aussi capable de prendre des propriétés et de générer, à partir de ces propriétés, des variations autour des propriétés. On peut retrouver notre distribution de probabilité entière. L'idée, c'est qu'on va essayer d'approcher ce problème en utilisant une approximation, c'est-à-dire on va faire une espérance sur la vraie fonction par rapport à une distribution qui est, elle, juste approximative. L'idée de tous ces paradigmes, c'est vraiment de se dire qu'on peut approximer une distribution avec une autre distribution de probabilité. Donc, on n'a pas accès à la vraie distribution, mais on va essayer de s'approcher avec une distribution QFI qui devrait être la plus proche possible de ce qu'est la vraie distribution. Donc maintenant, si on reprend ce fameux test de la pensée créative de Torrance, quels sont les critères qui sont utilisés pour effectuer l'évaluation? Donc, on a ce qui s'appelle la fluence, c'est-à-dire le nombre de solutions qui sont données, l'originalité, qui est donc le côté un peu inhabituel des réponses, la flexibilité qui nous donne la variance dans les concepts qui sont attaqués, l'élaboration qui nous permet de savoir la précision et les détails des réponses, et enfin l'abstractness, enfin le côté abstrait des réponses proposées. Il y a eu énormément d'autres critères qui ont été proposés, et ça dépend grandement du type de test, mais on peut d'une certaine manière résumer la manière dont les tests de créativité sont effectués par rapport à un côté innovant, un côté adaptatif et certaines forces créatives. Et bien sûr, il y a de la perméabilité entre ces choses. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si on prenait un algorithme probabiliste, à quel point il serait capable d'avoir du succès par rapport à ces tests de la pensée créative. Si on prend juste l'aspect innovant, donc imaginons qu'on a réussi à effectuer cette approximation, c'est-à-dire on a trouvé une distribution de probabilité qui est suffisamment proche de notre vraie distribution. Dans ce cas-là, un modèle probabiliste, il pourrait avoir des scores parfaits sur l'affluence, vu qu'en fait, en faisant un échantillonnage dans notre distribution, on a la possibilité de générer un nombre quasiment arbitraire de solutions. De la même manière, la flexibilité,
nous permettrait d'avoir une variance qui est quelconque en contraignant la méthode d'échantillonnage. Il y a deux problèmes dans cette manière de raisonner, c'est qu'en fait, ici, j'impose le fait qu'on ait déjà accès à de l'échantillonnage aléatoire, ce qui est une forme de choix humain sur le processus génératif. D'un autre côté, la flexibilité, même si je vous dis qu'on peut contraindre arbitrairement la variance qu'on va obtenir dans nos solutions, ça se base sur une distribution qui est prédéfinie. Donc, ça veut dire que le choix de distribution va contraindre la variance à laquelle on va avoir accès. Et donc, cette originalité, en fait, c'est le point critique par rapport à tous ces modèles probabilistes, c'est qu'en fait, on va donner un ensemble d'exemples et on va se contenter d'essayer de représenter ces exemples au mieux. Donc, nos systèmes seront de manière inhérente limités, à la fois par le modèle, le jeu de données et le critère qu'on va imposer quand on va apprendre cette distribution approximative. Prenons maintenant les deuxièmes catégories d'évaluation des tests de Torrance, qui sont l'adaptativité. La question est à quel point un algorithme peut être abstrait. Et là, on touche encore au même problème, qui est d'une certaine manière, l'optimisation et l'entraînement de nos modèles vont être faits de cette manière, c'est-à-dire qu'on va faire une espérance par rapport à un ensemble de données d'une distribution approximative. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder un peu la moyenne de l'erreur de notre modèle à travers cet ensemble. Donc, le premier problème, c'est qu'on est complètement enclos à l'intérieur de nos données et de nos modèles. Et le deuxième problème, c'est qu'on va faire une moyenne. Donc, on va essayer de trouver une moyenne raisonnable de l'erreur à travers nos exemples. Ce qui veut dire que si on a une distribution qui a un mode de distribution, ça veut dire qu'on a énormément d'exemples représentatifs, on va très bien modéliser ce mode, vu que c'est là où se concentrera le principal de la probabilité. Mais des choses inhabituelles ou plus lointaines vont avoir tendance à être évitées, parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est des phénomènes qu'on voit dans les réseaux adversariaux, par exemple, qu'on appelle le mode collapse. Et donc, d'une certaine manière, ça pose la question aussi du contexte social, parce que même si le contexte social est limitant, il nous permet d'avoir une vision plus vaste. J'en viens donc à ma partie numéro 2, qui s'appelle la réification mathématique des idées. Donc, comme j'expliquais, un grand courant de pensée dans tout ce qui est l'intelligence artificielle actuelle, c'est d'essayer de reproduire les abstractions et les tactiques qu'on utilise dans nos cerveaux au jour le jour. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut prendre des processus fondamentaux humains et les traduire en termes computationnels. Donc ça a été et ça reste toujours aujourd'hui une des sources majeures d'avancement dans le domaine de l'IA. Notamment, les réseaux de neurones sont basés entièrement sur ce principe d'essayer de reproduire des mécanismes biologiques. Et donc, en étudiant le domaine de la créativité, on peut séparer cette fois-ci quelles sont on va dire, les approximations qui sont faites d'un point de vue neural. On pourrait séparer ce problème d'idéation créative entre d'un côté l'information, c'est-à-dire la source du savoir qu'on a, et les opérations qu'on va essayer d'appliquer à cette information. Donc, du côté de l'information, on peut se demander comment on organise l'information, comment on accède à cette information, comment on compare des éléments d'information et comment on peut transformer un élément d'information. De l'autre côté, les opérations qu'on va pouvoir appliquer, c'est modifier notre information, essayer d'associer des idées entre elles, effectuer des analogies, donc transférer des idées d'un domaine vers un autre, et enfin trouver des abstractions, c'est-à-dire essayer de trouver des concepts plus généraux. Donc maintenant, je vais essayer de vous prendre des exemples à l'intérieur de cette séparation information-opération. Elle a été faite dans le cadre de notre article, mais vous la retrouvez à travers toute la littérature des sciences sociales de la créativité. Donc ici, ce que je vais essayer de faire, c'est maintenant pouvoir vous exemplifier en quoi on essaye de s'approcher de ces différents domaines de sciences sociales. Première question, organisation de l'information. Donc, comment on organise à l'intérieur de notre cerveau des éléments d'information et comment on crée des structures et des hiérarchies. D'un point de vue neural, ce qui est plutôt vu, c'est que des neurones qui sont proches encodent des micro-caractéristiques qui sont très similaires. Et donc, les représentations distribuées, ça nous permet d'avoir une modularité assez naturelle. Mais on a quand même une transition qui s'est effectuée dans la manière dont on représentait les choses. Et donc ça, c'est les propositions qui ont été faites par Deacon, qui est que la représentation de l'information a évolué dans les cerveaux humains. On est passé d'une représentation dite iconique, c'est-à-dire où on se contente de stocker les propriétés visuelles et physiques des objets, vers une représentation plus indexicale, c'est-à-dire là, on va représenter l'ensemble des propriétés de l'objet, vers aujourd'hui des représentations qui sont symboliques, c'est-à-dire que la représentation symbolique n'a plus de similarité avec l'objet, mais celle-ci nous permet de trouver des corrélations
qui sont de plus en plus abstraites par rapport aux propriétés physiques de l'objet. Okay, on va passer de quelque chose qui est très taxonomique à quelque chose de plus thématique. Donc, si on prend maintenant quelle relation on peut faire avec le domaine notamment de l'apprentissage profond, mais ici de l'apprentissage de représentation profonde, cette notion-là, en fait, on la retrouve déjà dans les algorithmes actuels, où on va essayer d'apprendre de manière généralement non supervisée un ensemble de propriétés d'un objet. Dans ce cas-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de compresser l'information pour trouver des hiérarchies qui sont similaires. Comment on peut faire ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est de reprendre l'équation de base d'un réseau de neurones. Si on prend l'équation d'un neurone dans sa manière la plus simplifiée, c'est-à-dire ici en 2 dimensions, et qu'on y applique une non-linéarité, en réalité, ce qu'on obtient, c'est une transformation de l'espace. C'est-à-dire qu'on va prendre les dimensions et on va les étirer et les modifier pour réorganiser l'espace des propriétés. Et donc ça se généralise à un ensemble quelconque de dimensions. Et ça fait appel à une hypothèse qui est vraiment passionnante, qui a été proposée en 2013 par Bengio et Hinton, qui s'appelle l'hypothèse du manifold. Donc l'hypothèse du manifold, c'est quoi? C'est de se dire que par rapport à un espace très compliqué, donc ici, espace, on représenterait chaque dimension de notre ensemble d'entrées. Donc par exemple, si on prend une forme d'onde sonore, ça va être chaque point de la forme d'onde. Ce qu'on se dit, c'est que même si on prend chaque point de la forme d'onde, on a par exemple pour une seconde 44 000 points, il existe un sous-espace très simple dans lequel, si on se déplace dans ce sous-espace un tout petit peu, on a une propriété séparée des données qui va nous permettre de modifier cette propriété. Donc, par exemple, ici, je représente la rotation, mais imaginez-vous en musique, ça serait, si on se déplace un tout petit peu, on va transposer l'instrument, et donc on aura une dimension de transposition, une dimension d'amplitude, une dimension d'enveloppe. Et ça, c'est très, très pertinent dans notre problème créatif. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on puisse réorganiser cet espace d'information en un espace très simple. Et donc, si on apprend cette fonction qui nous permet de transférer d'un espace compliqué vers un espace simple, ou alors la version probabiliste pour être plus dans la génération d'incertitudes, on aurait accès à des dimensions beaucoup plus simples de génération à l'intérieur d'un espace très complexe. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à la fois cette fonction de compression qui réorganise, mais aussi cette fonction de génération qui nous permet de revenir de cet espace simple pour générer des nouvelles données. Et donc ça, c'est possible grâce à un mécanisme qu'on appelle les auto-encodeurs variationnels. Donc, petit bootstrap très rapide sur les auto-encodeurs variationnels. L'idée, c'est d'apprendre à la fois à encoder l'information vers un espace dans lequel on va effectuer de l'échantillonnage. Une fois qu'on sait encoder, on va essayer de décoder notre information. Donc, ça se représente par ce modèle graphique probabiliste. Donc, ici, j'attire votre attention sur 2 choses. Ce qui nous permet d'avoir une organisation des données, c'est ce mécanisme d'échantillonnage à l'intérieur de notre espace plus simple. Mais c'est aussi, ça fait appel à quelque chose qui est très clair, c'est qu'à l'intérieur du cerveau, on a des mécanismes de compression qui nous permettent d'organiser l'information. Autre chose qui est un peu problématique avec ces auto-encodeurs variationnels, c'est qu'on va utiliser une a priori qui est gaussienne. Pourquoi? Parce que ça nous simplifie énormément le travail mathématique, mais on va voir que ça peut poser des problèmes parce que ça implique que l'information doit se comporter d'une manière gaussienne, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, dans notre équipe, on a fait des travaux sur ces auto-encodeurs variationnels, et notamment, je vous invite à bien suivre la conférence qui va suivre par le magnifique Axel Schemler-Romo-Santos, qui va parler de ça pendant, je pense, 30 minutes, mais c'est vraiment un domaine qui est passionnant. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut encoder et décoder du son? Et nous, ce qu'on essayait de faire, c'était de faire en sorte que l'espace central, donc cet espace compressé, suive les caractéristiques de la perception humaine. Donc, c'est quelque chose qu'on a présenté il y a 2 ans à Izmir, où on a obtenu le prix de la meilleure présentation. Ça, c'est le petit moment où je me la raconte un petit peu. Mais pour vous faire écouter, donc l'idée, c'est vraiment cette notion d'encoder vers un espace très simple et d'apprendre à décoder en même temps. Et donc ici, par exemple, je vais vous faire écouter, c'est cette clarinette, elle va être reconstruite avec juste un point en 3D. C'est-à-dire qu'on passe d'un son de clarinette, on l'encode, on obtient un point à 3 dimensions. Et maintenant, si je me déplace dans cet espace, je vais pouvoir effectuer des resynthèses. Donc voilà une clarinette reconstruite à partir de 3 nombres flottants. Donc très belle clarinette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi effectuer des transferts. Donc ici, on va mettre
injecter du piano à l'intérieur de cette clarinette, vous allez entendre, ça donne un son assez bizarre. Pardon, c'est à l'intérieur d'un violon, on injecte un piano. Donc le son, je le trouve extrêmement intéressant parce que vous entendez au début qu'il y a cette espèce de bruit de marteau, donc on entend bien la partie piano, mais ensuite on sent vraiment une forme de frotté et de vibrato qui n'existe pas du tout dans le piano. Donc, je le remets. Voilà. Une fois qu'on a réussi à organiser l'information, la question c'est comment on accède, comment on récupère l'information. Et donc ça dépend énormément de notre organisation. Et il y a une théorie dans les sciences sociales qui s'appelle la théorie du chemin de moindre résistance, proposée par Ward. L'idée du chemin de moindre résistance, c'est que quand on se pose une nouvelle question, on va généralement accéder à l'élément le plus simple, le plus représentatif, assez bas niveau. Et ça nous donnera un point de départ pour projeter des propriétés sur une nouvelle tâche. Donc l'idée, c'est que la représentativité d'un nouvel élément va être utilisée comme une fonction de récupération. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on voit beaucoup ça avec ce qui s'appelle les mécanismes d'attention. Donc, les mécanismes d'attention, c'est l'idée de regarder d'une manière un peu sélective l'information qu'on va avoir. Donc, plutôt que de s'intéresser à l'ensemble de ce qu'on a en entrée, on va plutôt essayer de d'abord trouver quelles sont les zones d'intérêt à l'intérieur de notre ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé notamment avec le travail de Léopold Crétel, qui était de se dire, est-ce qu'on peut utiliser un piano pour jouer de l'orchestre. Donc l'idée, c'était de définir un modèle qui serait capable de prendre une partition de piano et de nous générer l'orchestration qui correspond à cette partition. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le domaine musical. Notamment, vous avez par exemple les tableaux d'une exposition de Moussorgsky qui étaient pour piano et qui ont été réorchestrés énormément de fois. Donc ça, c'est un système qu'on a défini avec énormément d'attention parce que l'information orchestrale est assez énorme. Et donc, je vais vous faire écouter rapidement un petit exemple. Donc, on va donner par exemple à notre modèle cette partition d'entrée. Voilà, j'accélère un tout petit peu et donc le modèle va nous répondre ça. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'en fait, le modèle ici n'a pas forcément de contraintes, il pourrait échantillonner n'importe quelle note. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que naturellement, à certains endroits, il va effectuer des doublements d'octaves, ce qui est un mécanisme très utilisé en orchestration. Il va aussi densifier le nombre d'instruments pour représenter le crescendo qui existe en termes d'intensité. Donc, on retrouve des mécanismes très intéressants. On a essayé de faire ce système de manière temps réel, c'est-à-dire où on peut jouer du piano et ça va orchestrer directement, mais ça marche très mal. Donc, je vais pas... bon, soyons honnêtes. Une deuxième question qui est très forte sur les opérations qu'on peut effectuer sur ce savoir, c'est le principe de l'analogie. Donc l'analogie en sciences sociales, c'est vraiment de projeter du savoir existant sur un nouveau domaine. Donc généralement, le raisonnement analogique, il connecte deux domaines, mais d'une manière assez profonde. Donc un parallèle assez faible, je trouve, mais qui existe actuellement dans le domaine de l'apprentissage automatique, c'est celui du transfert de domaine. Donc je pense que vous avez tous vu ces magnifiques images où on prend une image de contenu source et on prend un style et on va essayer de transférer le style vers ce domaine. Donc généralement, le problème, c'est que pour l'instant, dans ce domaine, ce qu'on fait, c'est vraiment transformer des propriétés perceptives assez bas niveau. C'est-à-dire qu'on va essentiellement regarder des propriétés locales. Donc on a fait aussi un travail là-dessus. Donc récemment, il y a un article qui est sorti de l'équipe Magenta qui s'appelle DDSP. Donc DDSP, c'est un système qui rend différenciable du traitement de signal. Et donc, nous, on a modifié cette approche donc, pour utiliser un système qui était plus un système de synthèse granulaire. Donc, je vous fais écouter déjà rapidement ce que ça peut donner. Donc, ce système est toujours basé sur cette notion de compression d'information, puis décompression d'information. Mais cette fois-ci, on va pouvoir décompresser l'information dans un domaine différent. C'est-à-dire, par exemple, si on prend cette voix, on va demander de transformer ça en violon.
Donc voilà, ça c'est exemple de ce qu'on peut faire avec ce modèle. On a fait dans le cadre d'une composition avec le compositeur Alexander Schubert, on a travaillé sur quelque chose d'un peu bizarre qui était est-ce qu'on peut transférer une voix vers un jeu de données de grattement, c'est-à-dire on a pris que des bruits de grattement, de perceuse, de choses très bizarres et on s'est un peu marré, on a pris la chanson Get Lucky de Daft Punk et on a juste transféré la voix vers des grincements et des grattements. Voilà. Un autre exemple de ce qu'on a fait, alors ça c'est un modèle complètement différent, donc ça c'est un modèle de chez nous qui n'utilise pas des DSP, mais c'est pour vous montrer qu'en fait maintenant, depuis, on est capable de faire ça en temps réel. Et donc on a développé un système qui s'appelle WaveAE, qui est basé sur des normalizing flows, j'y reviendrai après. Et ce système, il va nous permettre en temps réel de faire... donc on a pris Céline Dion, sauf que Céline Dion, on préfère quand elle fait du growl. Donc le growl, pour info, c'est du chant de death metal. Et donc, on va entendre Céline Dion qui fait du growl en temps réel avec un patch Pure Data. Donc ici, le slider va permettre de régler la quantité de transfert entre l'original et le growling. Bon voilà, j'avance un petit peu parce que je vois que l'heure tourne et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc, les deux grosses questions qui restent, à mon avis pour l'instant pas encore accessibles au modèle actuel, mais ça ne saurait peut-être tarder, c'est cette notion d'association entre le savoir existant, c'est-à-dire la capacité de former des similarités complexes entre des choses qui sont en apparence hétérogènes, c'est-à-dire connecter les choses, enfin connecter ces concepts d'un point de vue beaucoup plus profond. C'est ce qu'on appelle la pensée janusienne. La pensée janusienne, c'est la possibilité de conserver deux idées contradictoires et d'essayer de les simuler de manière simultanée. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait réconcilier des différences entre des choses différentes pour postuler des nouvelles propriétés. Donc ça paraît pour l'instant encore assez complexe parce que l'idée, c'est de transgresser les notions de propriété physique auxquelles on s'attache actuellement dans les modèles génératifs et d'aller derrière cette notion de distance pour arriver à quelque chose de plus conceptuel. Deuxième opération qui me semble encore assez lointaine pour l'apprentissage automatique, c'est la notion d'abstraction. Donc l'abstraction, c'est la possibilité de raisonner sur des systèmes logiques et de connecter à des choses plus prédictives. Il y a certaines approches qui sont assez intéressantes à ce niveau-là, qui seraient de se dire, une fois qu'on a un nouvel espace de représentation, est-ce qu'on peut faire de la prédiction dans ces espaces abstraits, Donc je pense que tout ça, ça nous amène au point principal qui est il est nécessaire de redéfinir d'une certaine manière la relation qu'on a avec l'intelligence artificielle sur les domaines créatifs. C'est-à-dire que tout va dépendre du rôle et de la place qu'on donne à l'IA dans le processus créatif. Je trouve que tout ce qu'on voit actuellement et qui me désole énormément, c'est cette notion de générateur autosuffisant. Donc les générateurs autosuffisants, c'est ce générateur où on n'a presque pas d'entrée de l'utilisateur et l'utilisateur se contente d'admirer passivement la création de l'IA. Donc c'est comme avoir cet énorme bouton créer et donc on tape dessus, on obtient de la musique. Alors que d'une certaine manière, ce qu'on aimerait, c'est plutôt avoir des outils de création. Ces outils de création, ils nous permettraient d'améliorer notre propre créativité. C'est-à-dire, peu importe la complexité qu'on donne à ces modèles d'apprentissage, ça reste un pinceau un peu plus évolué. Et donc, c'est là que j'aime bien faire le parallèle avec les synthétiseurs, qui sont aussi une certaine forme de complexité qui nous permettent d'étendre la créativité, mais qui restent astreints à notre entrée. Donc, certains exemples de ce qu'on a fait dans ces domaines-là, c'est notamment un séquenceur de batterie variationnelle. Donc, ça utilise le même système que ce que je montrais tout à l'heure, sauf que cette fois, on va sortir directement de l'audio.
Donc, on sort de l'audio en utilisant un système d'inversion qui a été proposé l'année dernière. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne en termes d'utilisation. Donc là, ce que vous allez voir, c'est cet espace, et on va juste se balader à l'intérieur. Et il y a un autre modèle qui va nous permettre de nous aider à générer des batteries. Donc ici, tout est généré, à la fois les formes d'ondes et la rythmique. Donc avec quelques tweaks, on peut obtenir ça. Et on en a aussi fait un plugin Ableton, donc qui nous permet, ici vous voyez en bas, c'est ce fameux espace. Et donc on va pouvoir se déplacer en temps réel dans cet espace et il va nous générer des formes d'ondes. Et vous allez voir que les propriétés de ces formes d'ondes sont très continues à travers un espace qui est pourtant très simple. Donc j'avance d'une certaine manière. J'aimerais vous montrer un peu mon projet favori, vu que j'y ai passé pas mal de temps, sur, encore une fois, les synthétiseurs audio. Donc les synthétiseurs audio, c'est partout actuellement, et ça définit même des genres musicaux entiers. Donc je pense que les synthétiseurs, c'est excellent, sauf que le problème, c'est que le contrôle des synthétiseurs, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire que les synthétiseurs sont devenus extrêmement complexes, ce qui est génial, mais ce qui rend aussi les choses beaucoup plus dures en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'on est passé de choses assez simples, additives comme ça, vers des synthés FM granulaires quadribandes. Le problème, c'est que cette exploration des paramètres, elle demande énormément de savoir a priori et beaucoup de travail. Donc j'imagine que tous les gens qui ont des synthétiseurs ont déjà eu cette situation, c'est-à-dire qu'on va entendre un son dans la rue en se baladant comme ça. Et on va se dire, ah génial, je vais prendre mon synthé et je vais refaire ce son incroyable. Et 4 heures plus tard, on obtient ça. Donc tout ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi je suis aussi nul. Le problème, c'est que les paramètres d'un synthétiseur, ils ont un impact qui est inégal sur l'audio. Donc c'est-à-dire que si on prend un synthé FM classique, on va prendre un bouton et on va le tourner, 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 on va le tourner. Il ne va absolument rien se passer. On va se dire, OK, je vais essayer un autre bouton. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de cet espace de paramètres. Et donc, ce qu'on n'a pas, en fait, c'est des contrôles perceptifs ou sémantiques sur la synthèse audio. On a bien accès généralement à des macro-contrôles sur certains synthétiseurs, mais c'est encore une fois à nous de les programmer. Et on aimerait bien avoir ce bouton Awesome qui nous permet de rendre tout magnifique. Donc, ce problème du contrôle des synthétiseurs, ça a déjà été adressé auparavant. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'un synthétiseur, c'est une fonction de génération assez complexe, mais qui est non linéaire. Et donc, l'idée, c'est que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était de se dire, on va prendre un ensemble de formes d'ondes, on va le transformer, et on va faire un modèle d'inférence qui va nous dire, voilà les paramètres qui permettent de resynthétiser ce son. Le problème dans ces approches précédentes, c'est que généralement, ici, on a une opération qui est non différenciable. Ça veut dire qu'on va devoir utiliser des heuristiques qui vont être très lentes, qui vont prendre des fois des heures pour trouver le résultat. Ça va aussi poser un problème sur le fait que les paramètres sont traités de manière égale, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, on ne gagne aucun vrai contrôle. On se contente de donner un fichier audio et donc on va juste observer les paramètres résultants. Et donc ça ne permet pas vraiment de prendre en compte l'erreur irréductible qu'il y a quand on fait une approximation. Donc nous, ce qu'on a proposé récemment l'année dernière, c'est de dire, oui, un synthétiseur, c'est une fonction qui prend des paramètres et qui sort de l'audio. Le problème, c'est que ça définit implicitement deux espaces. D'un côté, on a un espace des paramètres et d'un autre côté, on a un espace de l'audio. Donc l'espace des paramètres, on peut le voir comme un espace normalisé, mais cet espace est non linéaire. Pourquoi? Si on prend juste le paramètre dry-wet, par exemple d'un delay ou d'une reverb, on va avoir un ensemble qui est complètement inutile parce que si l'effet est dry, dans ce cas-là, tous les paramètres reliés à cet effet seront non impactants sur le son. D'un autre côté, à l'intérieur de notre espace audio, on a un ensemble de choses qui est possible à faire avec notre synthé, un ensemble de choses qui n'est pas possible de faire avec notre synthé. Et donc, l'opération de synthèse, c'est la projection de cet espace de paramètres vers cet espace audio. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est inférer les paramètres depuis l'audio. Donc, quelque part, ce qu'on aimerait en fait plutôt, c'est de dire que ici, c'est l'endroit où on a du contrôle, mais en réalité, l'espace audio, c'est l'endroit où on veut avoir du contrôle. Donc, est-ce qu'on peut établir un mapping inversible
entre ces deux espaces. Ce qui reviendrait en fait à définir la distribution de probabilité complète entre l'audio, les paramètres et des espèces de contrôle parfait qu'on aimerait avoir. Donc, pour adresser ce problème, on a utilisé quelque chose qui s'appelle les normalizing flows. Donc, c'est un système très intéressant qui a été proposé il y a 3 ans, je crois, où ce qu'on va se dire, c'est que généralement, en termes de probabilité, on va utiliser des choses assez simples, comme des gaussiennes, mais ça va être généralement trop simple dans beaucoup de cas. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est attaquer des distributions très complexes, mais ces distributions très complexes, elles sont très dures à écrire ou à résoudre de manière mathématique. On n'a pas de forme close. Donc la question que posent les flux de normalisation, c'est comment on peut utiliser ces distributions complexes, mais garder cette simplicité analytique. L'idée, c'est que si on prend une variable aléatoire, qu'on peut échantillonner comme une gaussienne, si on applique une transformation quelconque dessus, on obtient quelque chose d'autre. Mais en fait, quelle est la seule propriété dont on a besoin pour s'assurer que P1 ici est une bonne distribution de probabilité? C'est juste que ça doit se sommer à 1, ça doit s'intégrer à 1. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que si une transformation est appliquée à une distribution, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est quel est le changement de volume qui a été effectué d'une distribution vers une autre. Et ça, on y a accès directement avec le déterminant du jacobien. Donc en fait, en utilisant ce mécanisme-là, on peut définir des transformations qui sont arbitrairement complexes, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser cette procédure de transformation appliquée à des distributions et on va les enchaîner, et on va enchaîner jusqu'à obtenir une distribution qui est arbitrairement complexe. Donc l'idée, c'est qu'on a utilisé ça pour définir notre fameux modèle. Donc plutôt que d'essayer de faire quelque chose de très linéaire comme ça, ce qu'on a proposé qui s'appelle contrôle des synthétiseurs universels avec des flux, c'est de dire que d'un côté, on va organiser l'espace audio du synthétiseur, on va organiser un autre espace qui est celui des paramètres, et on va essayer de construire un mapping invertible entre ces deux espaces qu'on pourra éventuellement contrôler avec des variables latentes sémantiques. L'avantage de cette formulation, c'est qu'en fait, elle nous permet plein de trucs. Elle nous permet ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire inférer automatiquement les paramètres. C'est simplement donner un nouvel élément, aller vers cet espace audio, puis utiliser notre mapping pour déduire les paramètres. Mais en fait, grâce aux propriétés d'organisation de l'espace audio, on va aussi avoir accès à des macro-paramètres non supervisés. On va aussi pouvoir se déplacer une fois qu'on a un set de paramètres, mais directement dans l'espace audio. Et éventuellement, on va pouvoir faire de la découverte de dimensions sémantiques. Alors, pour information, cette dernière partie marche très mal pour l'instant, mais toutes les autres sont fonctionnelles. Donc, je passe très vite. Voilà la formulation complète. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va utiliser ce système pour, par exemple, inférer. Donc, si je donne mon son en entrée comme ça, les résultats classiques, donc on voit qu'on est très loin quand on utilise un système qui est feed-forward, c'est-à-dire qui ne va pas prendre en compte tous ces espaces. Puis, si on utilise un mapping qui est déterministe, on s'approche de plus en plus. Et enfin, avec la proposition qu'on a faite, on obtient quasi exactement le son d'origine. Donc, je vous rappelle que là, on a donné l'audio. Il va nous donner un ensemble de paramètres pour notre synthétiseur qui est capable de reproduire cet élément d'entrée. Donc, on a fait ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, je passe très vite. Je voulais juste vous faire écouter celui qui me fait le plus rire, parce que je crois que j'ai vraiment ri tout seul dans mon bureau pendant 10 minutes en écoutant ça. Donc, tout ça, c'est des exemples, c'est disponible sur Internet, qui nous donnent la relation qu'il y a entre un son d'entrée et le son généré. Donc, ce son, je vous rappelle, il est généré, mais à partir des paramètres qui nous sont donnés. Donc, quand on lui donne des choses un peu ésotériques, comme par exemple un aigle, il nous donne des paramètres, et ces paramètres nous permettent de synthétiser. Voilà, celui-ci m'a fait mourir de rire parce qu'il est complètement stupide. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a accès maintenant à des dimensions non supervisées. Donc, je vous expliquais qu'on fait le lien entre deux espaces. Dans notre espace d'audio originel, en fait, ça va réorganiser l'audio d'une manière logique, comme ce qu'on faisait avec des auto-encodeurs variationnels, sauf qu'en réalité, on a accès vraiment à des paramètres. Donc, par exemple, ici, c'est une des dimensions que j'ai choisies. Alors, je l'ai choisie parce que je la trouvais intéressante, évidemment. Je l'ai appelée moi-même percussivité, mais je vous rappelle que c'est non supervisé, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais ça nous donne, si on se balade dans cette dimension, des ensembles de paramètres qui vont nous faire ça.
Donc, c'est une forme de macro-contrôle. Je l'ai appelé percussivité parce que ça augmente un peu la percussivité de l'élément d'entrée. Je vais un peu accélérer. Je vais juste vous montrer une petite vidéo qui résume un peu. Donc, tout ça, c'est disponible sur Internet sous forme d'une device Ableton Live, enfin Max for Live. Donc, vous avez un lien YouTube. Donc, voilà, très rapidement pour vous montrer. La device Max for Live, elle est en bas. Là, c'est pour montrer qu'on a un synthétiseur qui est incrusté. Donc, si on prend ce fichier Wave, on glisse le fichier Wave à l'intérieur du système et hop, il trouve les paramètres en à peu près 20-30 millisecondes. On peut lui donner n'importe quel type de fichier audio, a priori. Et donc, bien sûr, c'est un ensemble de paramètres qu'on obtient. C'est-à-dire qu'on peut ensuite modifier le son d'entrée. Quelque chose de très bien aussi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ça va nous organiser les presets de notre synthé d'un point de vue perceptif. Ça veut dire que ce qui se trouve proche dans l'espace des presets va être similaire en termes de résultats audio. Donc là, c'est des exemples avec de la musique en temps réel. Et dernière chose, c'est qu'on a accès aussi à un contrôle temps réel grâce à un leap motion, c'est-à-dire on peut se déplacer de manière continue à l'intérieur de l'espace. Donc ici, on a 120 paramètres qui vont être contrôlés par uniquement 3 dimensions. Donc voilà, j'en arrive à ma conclusion. Je ne sais pas si j'ai le temps, Moreno. Alors, peut-être si tu fais ouais, un peu vite, 2 minutes, 1 minute des conclusions, oui. Ok. Bon, bah, je vais faire en 2 minutes mes conclusions, pas de problème. Donc, comment on redéfinit cette relation? Ce que je vous montrais, c'est que l'IA peut être utile pour réorganiser du savoir complexe, pour nous permettre d'avoir accès à des zones de créativité qui ne sont pas accessibles, comme l'exemple du synthétiseur que je viens de vous montrer. Le problème de la créativité et de la nouveauté, c'est toujours ce problème de minimiser une loss moyenne, et donc on va avoir tendance à oublier des choses qui sont en dehors de la distribution, ce qui est très problématique vis-à-vis de ce qu'on a dit avant. Et il faudrait faire très attention à ne pas dériver vers cette espèce de machine génératrice de normes infinies. La grosse question aussi actuelle, c'est quand on parle d'évaluation de la qualité des modèles, le problème, c'est que les méthodes d'apprentissage ne peuvent pas évaluer leurs propres biais structurels. Donc, comment on pourrait évaluer des aspects plus abstraits? Donc, ça, c'est un truc qui a un peu fait scandale il n'y a pas longtemps. C'était un système d'upsampling qui essayait, par exemple, de reconstruire une image à partir de quelque chose de quantifié. Et il y avait un biais racial énorme, où, par exemple, voilà Barack Obama qui est reconstruit comme John quelque chose. Donc, vous voyez qu'ici, on a des problèmes sur comment l'IA peut déterminer sa propre valeur créative ou ce propre biais. Donc, dans ce cas-là, des conseils peut-être, ça serait déjà de s'attaquer de plus en plus à cette notion de contexte social, sachant que, d'après moi, une IA générative contenue en elle-même, c'est un peu inutile. Oui, on veut générer du contenu nouveau, mais on lui demande de se conformer à des normes existantes du domaine. Donc, le principe serait de redéplacer cette idée en essayant de savoir comment partager les traits créatifs entre les humains et les machines. C'est-à-dire éviter de viser tout le temps à reproduire ce que nous, on sait déjà faire, mais plutôt de viser à faire de la co-créativité. Donc la co-créativité dans le sens permettre une interaction et un contrôle des approches créatives. Et donc, cette dernière question qui est que l'IA est vraiment, à mon avis, limitée dans le principe d'optimiser quelque chose de moyen et de donner une seule solution, il faut éviter à tout prix que l'IA soit surutilisée vers cette standardisation. C'est quelque chose en génétique qu'on appelle le génétique drift, où en fait, on va tellement utiliser une sous-population de notre ensemble qu'on va en fait converger vers un optimum local. Les approches computationnelles dans l'histoire, elles ont quand même permis d'avancer notre créativité d'une manière assez incroyable. Et donc, on peut encore aujourd'hui repenser nos relations avec l'IA en évitant de sombrer dans cet écueil qui est celui de la copie pure. Et nous-mêmes, on peut essayer d'échapper à ces portes de la perception. Donc, c'est un concept que j'aime bien, je ne sais pas s'il a du sens, mais je pense qu'on est enfermé dans ce que j'appelle des prisons fractales. Donc, on a la prison de la génétique,
qui est qu'on a des limitations perceptives. On ne pourra pas écouter la matière noire, on ne pourra pas sentir les rayons X. On a des limitations qui sont intellectuelles à l'intérieur de ça. C'est des limitations qui viennent de l'éducation. Comment on pense en dehors de la boîte ou avoir des idées révolutionnaires. Et enfin, on a des limitations sociales. C'est cette notion de chambre à écho. Et donc, dans ce cas-là, il faut éviter cette consanguinité et aimer être contredit à tout prix. Donc voilà, c'est une fin un peu ésotérique spatiale. J'ai accéléré, je crois que j'ai fait 2 minutes. Et merci beaucoup pour votre attention. Et je serais ravi de répondre aux questions. Voilà, merci Philippe. Oui, puisqu'on est en retard, on a dû accélérer un petit peu, mais il y aurait tellement de choses à dire sur ta présentation et des réactions à avoir. Moi, je te dis juste que je te souhaite qu'une fois l'émergence sanitaire terminée, tu pourras organiser chez France Télévisions un peu ce qui a été fait par Leonard Bernstein à la BBC, et donc voir la réaction des enfants à tes nouveaux synthétiseurs. Voilà, donc ça serait intéressant. Mais de mettre peut-être les sons du vieux synthétiseur Moog en entrée et voir qu'est-ce que ça donne pour ton synthétiseur. Alors, je propose d'avoir peut-être deux petites questions un peu rapides, en sachant qu'en tout cas, on est en retard. On va grignoter sous la pause déjeuner parce qu'on avait prévu 1h30 et on ne va pas au resto. On est chacun chez soi. On peut manger un sandwich, je pense, dans un temps plus limité. Donc, est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on peut prendre peut-être 2 questions. Qui veut poser des questions s'il y a des questions? Je vous rappelle qu'on a aussi ce soir l'apéro virtuel, et ça, c'est le lieu aussi pour moi échanger. Alors, Nicolas, je te vois. Oui, bah disons, bon, je vais me lancer du coup, mais je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Je sais pas si je vais poser une question, peut-être une remarque. Je voudrais juste dire bonjour Moreno, bonjour Philippe, bonjour tous. Merci pour cette présentation. Je suis absolument séduit par la dimension éthique que tu présentes autour des enjeux de l'IA, eu égard à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la création et la créativité musicale. C'est quelque chose que j'ai pour le moment, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, c'est quelque chose que j'ai pour le moment rarement vu discuter, et je pense que c'est absolument essentiel autour de le fameux bouton Create qui fait créer la machine, mais qui du coup pose de sérieuses questions. C'est tout à fait passionnant du point de vue scientifique, ce qui peut se passer derrière, mais du point de vue éthique, ça pose question. Et puis autour de la réflexion et de l'attention qu'on doit porter à cette idée de co-création et au risque que les fondamentaux de l'intelligence artificielle font porter sur la capacité d'invention réelle, excusez-moi du terme, et sur le risque, disons, de reproduction à l'infini. Évidemment, je suis moins précis que ce que tu dis, mais je voulais vraiment dire que j'ai été très, très intéressé par ces aspects de la présentation en vis-à-vis de tous les résultats, par ailleurs, tout à fait impressionnants. Une question ponctuelle, peut-être, que tu veux poser? Non, je dirais peut-être comment faire pour avancer sur ces aspects-là, continuer à avancer sur ces aspects-là du positionnement réfléchi de l'apport de l'IA et des réseaux de neurones, par exemple, à la réelle créativité humaine, puisque, bon, au-delà de l'intérêt de l'exemple, qui est tout à fait passionnant, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que la créativité reste humaine, c'est qu'un artiste, un compositeur, un créateur, quel que soit le domaine, en tant qu'être humain, s'adresse à moi, in fine. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on pourrait continuer à poser comme jalon ou comme cadre de réflexion sur ces risques que tu as, je trouve, très, très clairement adressés. Alors, je pense, désolé, je suis passé un peu vite sur les derniers slides qui étaient justement ceux qui essayaient de répondre un peu à cette question. Donc, je pourrais partager mes slides. Et en fait, si tu veux, tu peux aller voir l'article. En fait, c'est je crois, 2 dernières pages où justement la question est maintenant, on fait quoi par rapport à cette situation. La question qui est justement le point majeur, c'est, je pense qu'en fait, il nous faut des modèles
pour travailler avec les modèles. Donc, je prends mon exemple qui est un peu fou, mais où je montrais que, tu vois, quand il y a eu l'arrivée des synthétiseurs, en fait, ce qu'on a proposé, c'est énormément de boutons et de plus en plus de boutons. Et en fait, on a un peu vomi du bouton jusqu'à ce qu'il y ait des boutons partout et qu'on ne sache plus du tout quoi faire avec les boutons. Mais c'est exactement comme ça qu'on a proposé quelque chose qui permettait d'augmenter la créativité avec de plus en plus de possibilités créatives. L'avantage que je vois énormément, moi, dans l'IA et qui est assez peu utilisé, c'est cette notion de simplification, en fait. Cette notion, ce que j'essayais de montrer avec ce système de contrôle des synthétiseurs, tu vas utiliser l'IA pour comprendre des choses auxquelles toi, tu n'auras jamais vraiment accès. Parce qu'à partir du moment, et pour ça, je vais parler de quelque chose, est-ce que vous savez pourquoi les pastèques n-dimensionnelles sont toutes achetées? Et je vous laisse réfléchir à cette question qui est, à mon avis, la clé de la compréhension de là où sont nos limites par rapport à là où ne sont pas les limites de l'IA. Et donc, ce mécanisme qu'on appelle co-créativité, c'est celui où on va conserver la créativité d'un point de vue humain, mais en fait, c'est vraiment la question de l'interaction et du contrôle. Et j'ai envie de dire, je pense qu'un domaine qui manque complètement, c'est le contrôle instrumental de l'IA. Ce que j'appelle contrôle instrumental de l'IA, c'est vraiment qu'on va avoir tendance à vouloir utiliser ces modèles comme on utilisait des synthétiseurs, c'est-à-dire on va dire, on a un espace, il a 16 dimensions, ok, on a 16 boutons. Sauf que ces boutons-là, on n'a pas de label à coller sur ces fameux boutons. Donc pour moi, une première question fondamentale, c'est comment on contrôle des modèles qui traitent d'espaces dimensionnels qui sont bien trop complexes pour nous. La deuxième, je pense, partie intéressante, c'est cette notion d'interaction entre l'IA et l'humain. Donc le principe où on va utiliser l'IA d'une manière interactive, comme une forme de question-réponse. Et ça, il y a aussi assez peu de modèles qui permettent pour l'instant de vraiment avoir une interaction entre l'humain et la machine. On va plutôt être sur des générateurs de propositions. Donc on va être sur quelque chose qui nous crache énormément de possibilités. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse unique, tu vois, à cette question, mais je pense que c'est justement la question qui doit être attaquée ensuite si on veut vraiment tirer parti des possibilités. Merci. Merci Philippe. Une petite question, peut-être une deuxième petite question de la salle, peut-être de chez vous, si vous avez. Sinon, je vous propose. J'aurais peut-être une question éventuellement. Je ne sais pas Oui. si vous m'entendez. Arnaud Basset. Déjà, bonjour et merci pour cette présentation. C'est super intéressant. Je m'intéresse aussi un petit peu aux questions de la créativité, mais de toute façon par intelligence artificielle. Et je me posais une question par rapport, vous parliez du champ sémantique dans FlowSense, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas d'avoir un rapport sémantique entre les réglages, les paramètres du synthétiseur et les sons. Et je me demandais comment vous définissiez comment vous vouliez définir ce champ sémantique. Est-ce que vous parliez aussi de sociologie tout à l'heure? Est-ce que ce champ sémantique se définit sociologiquement parlant? Genre, par exemple, est-ce qu'il y a des études sociales qui définissent ce qu'est un son dark, ce qu'est un son joyeux, et est-ce que ça rentre dans ce champ de recherche? Okay. Alors, je vais être... bon, voilà, la réponse peut être très longue. Donc déjà, pour répondre à la première partie de ta question, oui, il y a eu énormément de recherches, et en fait, je t'invite à regarder un champ qui s'appelle la verbalisation du timbre. Donc, les études de verbalisation du timbre, c'est justement cette capacité à pouvoir étiqueter des sons comme étant joyeux, tristes, sombres, etc. Et je vais répondre d'une manière assez crue. Pour moi, c'est n'importe quoi, mais pas n'importe quoi dans le sens, tu vois, est-ce qu'il y aura vraiment une vérité absolue objective dans l'écoute d'un son comme étant un son métallique joyeux, vu la contextualisation de l'écoute, vu la subjectivité de l'écoute, vu aussi la double boucle, parce qu'il y a double subjectivité. Il y a la subjectivité dans l'écoute, mais il y a aussi la subjectivité terminologique. Tu vois, moi, si on me dit quelque chose, enfin, je sais pas, pour moi, je peux regarder quelque chose qui est très sombre avec des squelettes, etc., et me dire, ouais, c'est trop joyeux. Et quelqu'un va me dire, ah mon Dieu, mais enfin, pourquoi tu trouves ça joyeux? Et c'est peut-être parce que je trouve ça grotesque. Et encore une fois, grotesque, ça va être associé à mon savoir subjectif. Donc, ça, c'est pour répondre en deuxième partie quand je dis que la verbalisation du terme, c'est de la merde. C'est faux. Ce qui est vraiment faux, c'est l'objectivisation de la verbalisation. Mais par contre, le faire utilisateur par utilisateur, c'est-à-dire vraiment
Donc, dans le cadre du synthé, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dédouané un peu de tout ça parce qu'en fait, on a pris le synthé Diva et dans le synthé Diva, tes presets, ils ont des catégories perceptives pré-définies. Ça veut dire quand tu crées un preset, il te propose de choisir et en plus, c'est assez bien fait parce que c'est des catégories binaires. Donc, tu vas avoir clair, sombre, agressif, calme, des choses comme ça. Donc, en fait, pour se simplifier la vie, on a utilisé un ensemble de 10 000 presets et on a dit, OK, là, il y a des tags sémantiques binaires, bien faits. Donc, on va dire, OK, on va croire que ça, c'est la vérité. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. En fait, mon rêve ultime, donc, on a fait un deuxième article. Il y a un article de journal qui est sorti sur le synthé où on parle de ces dimensions sémantiques qui sont juste de dire, bah, on utilise ces tags et ensuite on demande au modèle d'essayer de trouver une dimension parmi ces dimensions latentes qui va correspondre et qui va classifier en fait ces tags sémantiques. Donc en gros, on demande explicitement au modèle de nous séparer ces deux distributions en fonction de ces labels sémantiques. Et donc, ça, on l'a fait pour le test, on va dire, mais vraiment, je pense qu'in fine, ce qui serait idéal, ça serait de permettre à l'utilisateur de lui taguer certains sons et dire « Ah, ok, celui-là, il est métallique, celui-ci est non métallique. » Et donc, le rêve, ça serait, à partir de quelques exemples subjectifs de l'utilisateur, réorganiser les dimensions de l'espace pour suivre un macro-contrôle personnel, quoi. Merci Philippe. Je suis vraiment désolé de devoir arrêter cette discussion, peut-être vraiment en suggérant que l'apéro virtuel de ce soir puisse être les lieux pour continuer, hein, si vous voulez bien. En tout cas, l'article de Philippe et de son co-auteur est disponible, hein, sur les sites. Donc, allez les voir. Il détaille toutes les choses qu'il a présentées, peut-être un peu en vitesse à la fin. Je suis désolé d'avoir dû accélérer. En tout cas, c'était vraiment passionnant. C'est ce qu'on voulait, hein, pour entrer comme ça, vraiment dans les gyms avec cette dimension multidisciplinaire, parce que là, tu as touché vraiment plein de champs de savoir. Donc, voilà, bravo pour cette présentation qui nous a, je pense, donné vraiment beaucoup d'idées. Donc, peut-être on va prendre juste 2 minutes pour voilà, finir et démarrer la nouvelle présentation, la nouvelle enregistrement, hein, parce qu'en fait, on enregistre toutes ces séances. Donc, je vous propose d'applaudir quand même. Hein. Faites les gestes de chez vous. Notre présentateur, Philippe, merci encore. Voilà, bravo. Donc, j'attends juste des précisions de la part de Tom Mays.